Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 6e étape du Dauphiné. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape avec une arrivée au sommet. On reviendra sur les coureurs au top, les bonnets d'âne comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous souvenez encore de cette étape qui avait lieu la semaine dernière. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment en ce moment les dernières étapes du Tour de Suisse. Il y aura également l'Euro de football, même si je suis pas sûr que je fasse tous les matchs de l'Euro de football, mais on essaiera de faire beaucoup de rencontres de cette compétition, comme on avait fait pour la Coupe du Monde de foot, comme on a fait pour la Coupe du Monde de foot féminin, également pour l'Euro de foot féminin aussi. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec le Dauphiné, étape 6. Journée de bagarre pour le classement général après la grosse chute de l'étape 5 qui a eu des conséquences et qui aura des conséquences sur cette semaine. Les coureurs voulaient repartir à l'attaque mais sans forcément être sûrs de leur capacité physique, certains étant tombés à la veille. On arrivait du côté du collet d'Alvar. Au programme, il y avait également le col du Granier, avec sa descente technique. Et la côte Saint-André, ça c'était en tout début de journée, c'était gentillet. Une échappée qui a réussi à sortir après un petit peu de bagarre. Romain Grégoire était dedans avec Fanchelou, le coureur de la Q36.5. Nous avions également Arienne Livens, Thibaut Guernalec du côté de l'Arkea pour protéger Mathis Lebert. Ces coureurs qui n'auront jamais énorme, et puis Mason Holliman, ces coureurs qui n'auront jamais beaucoup d'avance à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Chute de Guernalec et de Mason Holliman, dans la descente. On voit Holliman qui va même faire un soleil. Il essaye de freiner, il freine très fort, sauf que comme il freine fort, le pneu ne suit pas. Donc encore une fois, cette discussion qu'on avait hier sur les pressions de pneus, sur la capacité d'adhérence des pneus et sur la puissance de freinage, bien elle se répète là aussi. Et puis de la prise de risque des coureurs, parce que là, je pense que Holliman a voulu freiner vraiment trop tard. Et puis donc ensuite, Guernalec tombe aussi en même temps à ce moment-là, donc il se retrouve à 3, puis Livens va être lâché, et on se retrouve à avoir deux coureurs, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait Kort Nielsen également dans cette échappée. On se retrouve avec Romain Grégoire, Kort Nielsen, Romain Grégoire qui va lâcher Kort Nielsen, mais qui n'aura pas suffisamment d'avance. Pourquoi ? Parce qu'à 30 km de l'arrivée, la voiture ouvreuse a décidé de ne pas prendre le bon parcours avec une moto de gendarmerie. Et ça a coûté au moins 40 secondes, 45 secondes au coureur échappé. Alors ça n'aurait peut-être pas permis à Romain Grégoire de s'imposer, mais ça aurait permis à Romain Grégoire peut-être d'être dans le top 10 de cette étape. Tout simplement. Et puis bien ensuite en fin de journée, on a la Bora qui a beaucoup joué. On a même lancé un moment Vlasov, Roglic, regardez un petit peu, Evenepoel est lâché assez vite dans cette montée finale. Il n'arrive pas à changer de rythme tout simplement, attendu par Landa qui va beaucoup l'aider. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir les deux coureurs d'Ineos, de plus Rodriguez, Jorgensen, Derek Guy, encore là, Vlasov, Primoz Roglic, Ciccone. Et puis ça va se regarder un petit peu. Et puis Vlasov va faire le job pour Roglic. Seulement Ciccone arrivera à suivre. Et on aura un duel entre les deux. Mais dès que Roglic décide d'accélérer, Ciccone n'aura pas la capacité de changer de rythme. Et donc le coureur slovène s'imposera sur cette étape. Il prend par le même coup le maillot jaune de leader à Remco Evenepoel qui finira 8e. Avec 42 secondes de perdu sur cette étape. On va parler encore d'organisation. Le problème de la voiture ouvreuse à 30 km de l'arrivée, quand je vous dis que chez ASO c'est de moins en moins bien organisé les courses, ça ne serait pas arrivé il y a 15 ans. Ça ne serait pas arrivé il y a 10 ans que la voiture ouvreuse se trompe de route. Pour tout vous dire, ASO ça commence à devenir comme RCS. Et dans ma bouche, c'est vraiment pas un compliment.
je dis très souvent, le Tour d'Italie, moi j'ai jamais vu un Tour d'Italie bien organisé. Et même les courses italiennes, j'ai jamais vu des courses italiennes super bien organisées. C'est toujours un petit peu foutraque. Par contre, ASO, c'était un peu la référence dans le domaine. C'était la référence dans l'organisation des courses. Sauf qu'on s'aperçoit depuis la Covid qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de soucis et que ça s'est vraiment dégradé en termes d'organisation. Entre les problèmes de moto qu'on avait eu sur le dernier Tour de France, mais même sur les Tours de France précédents, les problèmes d'organisation l'année dernière, Col de la Lose, la gestion du public également, la saison dernière, ça fait quand même beaucoup de problèmes en très peu de temps, je trouve, du côté d'ASO. Là, on a la voiture ouvreuse, on a la première étape où pour moi le final est hyper dangereux. L'étape d'hier où je trouve que la prise de décision pour neutraliser une portion du parcours est prise trop tardivement parce que pour moi la route était humide et était surtout trop glissante. C'est pas que le parcours était technique hier. Il y avait quelques virages dans la descente, mais c'était raisonnable. Sauf qu'il n'y avait pas d'adhérence et ça se voit à 40 bandes de l'arrivée. Les mecs qui freinent roue droite, ça ne marche pas. Il fallait prendre une décision à ce moment-là et discuter avec les équipes bien avant qu'on ait la catastrophe à 20 bandes de l'arrivée. Je trouve qu'il y a un enchaînement de mauvaises décisions depuis quelques temps chez ASO qui fait que pour moi, ce n'est plus la référence en termes d'organisation. Ça commence à plus devenir la référence en termes d'organisation parce que là, ça commence à faire beaucoup, quoi. La voiture ouvreuse. La voiture ouvreuse et surtout, pour moi, c'est une erreur de la part de l'organisation. Donc, on aurait dû faire perdre 20 secondes, 30 secondes au peloton derrière. On aurait dû neutraliser, faire perdre 20 secondes, 30 secondes derrière. Il y avait un écart de plus d'une minute pour moi. Donc pour moi, il aurait dû avoir... on aurait dû bloquer pendant un petit temps le peloton. Pendant 15-20 secondes. Là, moi, j'ai pas trop compris le fait de ne pas bloquer le peloton pendant 15-20 secondes en essayant de chronométrer le temps qu'ils avaient perdu dans ce mauvais passage. Avec les arbitres vidéo, c'est quand même beaucoup plus rapide normalement. Et cette erreur de la voiture ouvreuse, oui, ça coûte un top 10 à Romain Grégoire. Ça coûte pas la victoire parce que Roglic revient fort sur la fin et puis bon, c'est pas ce qui serait passé. Et peut-être que du côté de la Bora, on aurait un peu moins joué dans le final si on avait eu un Romain Grégoire qui était un petit peu plus loin. Mais forcément, ça enlève un top 10 à Romain Grégoire. Donc, à cause d'une mauvaise décision, oui, à cause d'une énorme erreur de la part de l'organisateur. Il commence à les accumuler, les erreurs à ASO. Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était irréprochable à ASO. Ça fait depuis la Covid que c'est plus du tout irréprochable. Même un petit peu avant la Covid. J'ai déjà le Tour 2019 en termes d'organisation, c'était moins bien. Donc ça serait bien de retrouver un niveau d'organisation de qualité. Parce que je pense que c'est aussi pour cela que les directeurs sportifs et que les managers d'équipe surtout se plaignent aujourd'hui d'ASO qui ne redistribue pas suffisamment d'argent parce qu'ils disent RCS redistribue plus d'argent que ASO alors que ASO organise pas mieux que RCS ces dernières années. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se plaignent. Donc il faudra peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la maison ASO, que ça soit dans la création des parcours, parce que le Tour de France Femmes, ça n'a de Tour de France que le nom, et dans la manière de sécuriser les parcours correctement. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Primož Roglič, le coureur de la Bora. Pas grand chose à dire aujourd'hui sur Primož Roglič. Il a couru à la Roglič. On coûte ses coups de pédale. On fait jamais l'effort de trop. C'est vraiment typique du Roglič. Roglič, c'est pas hyper spectaculaire. Hein. À part quelques fois, notamment quand il gagne sa première étape sur le Tour de France, où vous avez Kreuzweig qui roule derrière lui, où là c'était un petit peu spectaculaire. Mais c'est vrai que Roglič, c'est pas le mec qui va faire... il compte ses coups de pédale, hein, c'est pragmatique Roglič. Hein. Oui, mais là aujourd'hui, il a joué. Il a très bien joué. On a eu l'impression de revoir le Roglič du Giro de l'année dernière. Vous savez qu'il faisait jamais le coup de pédale en trop, qui attaquait vraiment jamais. Là, ça a été le cas. Il a vraiment mis son attaque que quand il avait le sentiment que là, il pouvait aller chercher la gagne.
avant il met pas le coup de pédale. Alors oui, c'est pas très spectaculaire, c'est sûr, contrairement à Pogačar, Van Der Poel, qui sont peut-être voilà, plus spectaculaires, mais lui, son objectif, c'est de gagner les courses. Voilà. Son objectif, c'est son palmarès. C'est pas de faire le spectacle, Roglic. Ça n'a jamais été de faire... Enfin, c'est depuis longtemps que c'est pas de faire le spectacle, peut-être dans ses premières années, mais l'objectif de Roglic, c'est pas de faire le spectacle. L'objectif de Roglic, c'est de gagner des courses. Il a gagné l'étape aujourd'hui. Alors oui, certains auraient pu se dire, il aurait pu mettre un écart plus important avec Remco Evenepoel. Oui, mais est-ce qu'il aurait gagné l'étape en roulant beaucoup plus tôt? Ça a permis aussi à Roglic de montrer à Vlasov, certes, tu seras mon équipier sur le prochain Tour de France, mais ça ne veut pas dire que je ne te laisserai pas ta carte à certaines occasions. Ça ne veut pas dire que je ne te permettrai pas d'avoir un bon classement général également sur le prochain Tour de France. Ça, c'est important parce que Vlasov, c'est peut-être le coureur qui était le plus réticent à l'arrivée de Roglic et le coureur qui était le plus réticent à travailler pour Roglic. Parce que moi, je me souviens notamment de Jay Hindley avait dit tout de suite le fait qu'on ait Roglic, c'est une chance, ça va permettre de travailler pour un leader. Enfin voilà. Jay Hindley avait tout de suite été accueilli à bras ouverts Roglic. Bon, Jan Uijtdebroek, il s'est barré, donc là, il n'y avait plus de problème pour Primož Roglic. Mais la plupart des coureurs de l'équipe ont plutôt dit que c'était une chance d'accueillir Roglic dans cette structure. Même les Bourman, par exemple, des coureurs comme Charman, Bourman, qui pourtant sont qui étaient là depuis très très longtemps et qui auraient pu se dire avec Roglic, c'est encore une chance en moins de performer. Bon, Bourman en fin de saison sera en partance pour une nouvelle équipe, mais pour Roglic, fallait réussir à convaincre Vlasov. Et je trouve qu'il a été assez intelligent pour pas rouler derrière Vlasov. C'est-à-dire pour dire, bon, c'est aux autres un petit peu de rouler. Alors, je passe un petit relais de courtoisie de temps en temps, mais je vais pas rouler derrière Vlasov. Pour montrer à Vlasov que, tu vois, tu peux me faire confiance. Je pense que c'était important au niveau mental de montrer à Vlasov que Roglic n'était pas on va dire, un ennemi dans sa potentielle réussite sur le Tour de France. Ce qui n'était pas forcément assuré. Vlasov, quand il arrive chez Bora, c'est un leader incontesté. Quand il arrive chez Bora. Et c'est vrai que à l'arrivée de Roglic, ça montre à Vlasov qu'il fait peut-être plus partie des plans de l'équipe. Et surtout, qu'on considère que Vlasov n'a pas rempli ses objectifs. C'est ça, surtout du côté de la Bora. Parce que si Vlasov avait rempli ses objectifs, ils auraient gardé. Ils n'auraient pas recruté Roglic. Ça montre aussi qu'on considère que tu es moins bon que Roglic, que tu n'as pas rempli tes objectifs et que Roglic permettra à cette formation de remplir les objectifs, notamment la victoire sur le Tour de France. C'est ça que ça démontre un petit peu du côté de Vlasov. Et puis, vu comment ça s'est passé sur le Tour d'Espagne, c'est vrai qu'on pouvait avoir des inquiétudes avec cette situation avec Jan Uijtdebroek qui avait été extrêmement difficile, notamment sur les dernières étapes. Donc Roglic, je trouve, a très bien géré la situation avec beaucoup d'expérience. Peut-être que son expérience en saut à ski lui a servi, parce que voilà, parfois vous avez des duels dans certaines formations en saut à ski, vous avez des nouveaux mecs qui arrivent et c'est pas toujours facile dans ces disciplines des sports d'hiver. Mais là, il a été bon, Roglic, il a été très très bon sur cette étape. Ce qui montre que pour le moment, il est un peu une jambe au-dessus des autres, mais on verra si ça sera encore le cas sur la suite de la semaine. Laurens de Plus, deuxième coureur top, très bien Laurens de Plus du côté de la Ineos. Gros travail d'équipier pour Laurens de Plus, ça c'est clair et net. Gros travail d'équipier pour aider Carlos Rodriguez. Il finit même devant Carlos Rodriguez, 6e d'une étape comme ça, avec arrivé au sommet, c'est très fort de la part de Laurens de Plus. Depuis qu'il est chez Ineos, c'est vraiment un coureur qui a énormément progressé en montagne. Pour moi, c'est vraiment devenu un lieutenant de luxe. Laurens de Plus, c'est vraiment un coureur qui va être important. C'est un peu un coureur, j'ai envie de dire, du côté d'Ineos, un petit peu le Maïka d'Ineos. C'est un petit peu le couteau suisse qui est hyper important pour aider ses leaders. Bon, on le savait qu'il était en forme parce qu'il avait fini 15e du chrono à Neulise, ce qui était vraiment bien pour Laurens de Plus. Et là, les résultats sont vraiment bons.
sur cette étape. C'est très très bien. Lui qui fera Tour de France Vuelta, est-ce qu'il aura peut-être un statut, il aura un statut d'équipier, bien entendu, peut-être sur la Vuelta, mais est-ce qu'il pourrait pas même avoir un statut de leader sur la prochaine Vuelta? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Tour de France ou Ineos aura du beau monde avec Egan Bernal, Pidcock et Rodriguez, plus Geraint Thomas. On devrait voir le maillot Ineos sur les étapes de montagne, je pense, sur ce prochain Tour de France. Quand on parle beaucoup de l'Armada UAE, Ineos c'est pas mal aussi en termes de qualité d'équipe au départ de cette épreuve, même s'il leur manque le coureur peut-être en capacité d'aller chercher un podium. Ils ont quand même une belle structure et le classement par équipe pourrait être un objectif pour Ineos sur le prochain Tour de France. Et Laurens de Plus, vraiment un coureur qui fait un bon début de saison, un 13e de Paris-Nice sur cette première moitié de saison, et puis 16e du Tour de Catalogne, souvent là pour aider ses leaders, mais qui a un bon niveau en montagne de plus en plus, le coureur de la Ineos, qui a seulement 28, je pensais qu'il était plus vieux, alors encore à 29 en cours de saison, mais je pensais qu'il avait déjà 30 ans. Alors, il n'a pas encore 30 ans. Coureur qui a commencé en 2016 chez Ethics Quick-Step. Donc il avait déjà 21 ans chez Ethics Quick-Step, qui venait de la Lotto Soudal U23 à l'époque, donc ça fait déjà depuis 2016 qu'il bourlingue pas mal à la Lotto Soudal U23. Il était avec Steph Kras dans cette formation, avec Senelaisen également dans cette équipe. Il y avait James Shaw aussi, il y avait le regretté Michael Gollartz également, décédé sur Paris-Roubaix, le coureur de Willem Veranda Kreland. Dries Van Gestel était dans cette équipe, Kenneth Van Roy aussi. Donc non, il y avait beaucoup de monde dans cette formation Lotto. C'est juste que souvent ces coureurs-là quittaient la Lotto avant d'arriver chez les professionnels. Ça, c'est vrai que c'est ce qui a changé aujourd'hui avec l'arrivée de cette équipe avec un statut professionnel. C'était le problème de cette formation. Mais Laurens de Plus, vraiment très très bien aujourd'hui. Pour tout vous dire, Laurens de Plus, au final, n'a jamais roulé à la Lotto. Il a roulé chez Quick-Step. Quand on parle vraiment de deux coureurs qui changeaient d'équipe. Derek Guy, excellent. Derek Guy, excellent. Excellent parce qu'on est sur une étape quand même avec 3500 mètres de dénivelé positif pour le coureur canadien. Quand il avait dit je vais essayer de jouer les classements des... Je crois qu'il l'a dit dans une interview, ça. Il n'y a pas que Tiberi qui l'avait dit. En intersaison, je vais essayer de jouer maintenant les classements généraux des courses par étape. Je m'étais dit c'est déjà bien les victoires d'étape, Derek. Pourquoi tu veux forcément jouer les générales des grands tours? Là, il montre qu'il est en capacité de le faire. Alors certes, on va me dire, oui, il n'y a peut-être pas toute l'opposition qu'on aura sur le Tour de France. Oui, ça c'est clair et net, mais il montre qu'il est en très bonne condition physique, très bon contre la montre, il faut le rappeler, du côté des éstables. À ce moment-là de la course, de ce Dauphiné, il y a déjà une victoire, une 6e place, une 4e place. C'est déjà très très bien. Pour l'instant, son pire résultat, c'est 20e au col de la Loge. Il y a pire quand même pour un coureur comme Derek Guy. Une progression depuis l'année dernière qui est impressionnante. L'année dernière, Derek Guy, c'est vrai que c'était pas le coureur qu'on attendait le plus. Pour moi, ça a été une vraie révélation. On l'a vu en fait à partir de Paris-Roubaix, Derek Guy. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Paris-Roubaix, quand il explose sa jante dans la trouée d'Arenberg. C'est la première fois vraiment on le voit de l'année, quasiment, Derek Guy. Et puis après, il y a ce Giro qui est juste sensationnel avec toutes ses échappées. Il continue à Bruxelles Cycling Classic. Au championnat du monde, il est là aussi. Sur le parcours du contre-la-montre. La fin de saison est un petit peu plus calme pour le coureur canadien, mais il a été présent très très régulièrement. Et là, il démontre
qu'il a encore un très très bon niveau, Derek Guy, tout simplement, et qu'il a encore progressé, mais en même temps il a 26 ans. C'est un coureur qui est arrivé encore une fois sur le tard, seulement en 2023, donc en plus il a qu'une année techniquement en deuxième division. Il avait fait une année chez Israel Cycling Academy, puis sa première saison c'était chez X-Speed United Continental, une équipe canadienne où vous aviez non, c'était pas le fils de Bradley parce qu'il y avait un Wiggins, donc je me méfiais. Mais il y avait d'autres coureurs canadiens et certains coureurs belges, équipe qui est toujours chez les pros aujourd'hui en 2024, qui existe toujours, qui va participer au Cebu Cycling Tour par exemple et au Crest Brez Elite au mois de juillet normalement. Voilà, pour Crest Brez Elite qui sera en même temps que le Tour de France. Hein. Peut-être pas l'idée du siècle pour avoir du monde sur le bord des routes, mais ça sera le premier week-end des Jeux Olympiques. Et qui est un coureur, tiens, ça c'est assez rare, des Grenades, le champion de Grenade et coureur dans cette formation X-Speed United Continental. Et il vient de finir deuxième de la course des Paname, des championnats Paname. En prenant la deuxième place sur cette épreuve. Ouais, c'est pas mal. C'est bien d'avoir des nouveaux pays. Voilà, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et Caraïbes. On a eu un petit peu de concoureurs de Trinidad et Tobago, mais c'est bien d'avoir des nouveaux talents qui arrivent également de d'autres pays. Puis je termine avec Ciccone, toujours là, Ciccone. Dommage, c'est le chrono pour Ciccone où il perd du temps. Mais sinon, il est tout le temps là. C'est un coureur sur lequel on peut compter. Giulio Ciccone sur les courses d'une semaine. On sait que c'est un coureur qui a du talent. Cette année, je pense qu'il a envie, notamment d'être présent sur le Tour de France. Pourquoi pas pour aller tenter de chercher un top 10. L'année dernière, il a pris le maillot à pois. Est-ce qu'il voudra reprendre une nouvelle fois le maillot à pois? Ça sera peut-être son objectif sur la Vuelta, d'aller chercher le maillot du classement de la montagne, parce que ça veut dire qu'il aurait gagné le classement de la montagne des 3 grands tours. Ça, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du cyclisme. Voilà, on sait que c'est un coureur qui est toujours costaud. Et puis, il a commencé sa saison extrêmement tard à cause de problèmes au niveau de la selle. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'avait pas montré grand-chose, Ciccone. Sur le Tour de Romandie, c'était une course de reprise. À Liège-Born-Francfort, c'était pas forcément évident. Il va arriver avec beaucoup de fraîcheur sur le Tour de France. Et ça va être un avantage par rapport à un Pogacar qui, lui, va arriver avec le triple de jours de course de Giulio Ciccone. Donc ça c'est toujours un avantage, mais ça veut dire peut-être un début de course qui va pas être facile, où il manquera peut-être un petit peu de niveau, mais ça sera une question dont on aura la réponse lors du prochain Tour de France, mais bien Giulio Ciccone sur cette étape, c'est le seul qui a été en capacité de suivre Roglic, tout simplement. Ça c'est pas indéniable, ça montre que la forme est excellente pour le coureur italien. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec David Gaudu. Journée qui n'a pas été bonne pour David Gaudu. Dauphiné qui est compliqué en fait. Alors oui, certains pourraient se dire il est moins dans une situation catastrophique que l'année dernière. En même temps, l'année dernière, il était nulle part. Comme l'année dernière, il finit 9e du Tour de France, ça veut dire qu'il peut peut-être faire mieux cette année sur cette épreuve. Mais je suis pas totalement convaincu par ça, quoi. Je suis pas totalement convaincu. Je me dis qu'ils sont encore un peu perdus, quoi, du côté de la Groupama. J'ai l'impression qu'ils s'attendaient quand même à être un peu mieux que ça. C'est-à-dire, si leur objectif c'était juste de faire 15e d'une étape du Dauphiné, 20e d'une étape du Dauphiné, c'est quand même un petit peu décevant. L'année dernière, c'était vraiment nulle part. Moi, je m'attendais à ce qu'ils aient quand même ajusté la mire cette année et qu'on a un Gaudu dans le top 10. Or, quand tu regardes bien, Gaudu, il a raté son chrono, il rate encore cette étape-là. Parce qu'on me dit, oui, il est mieux que l'année dernière.
Bah là, au moment où je vous parle, il est 23 du général. Hein. Godu, il est devant Guillaume Martin et surtout, il est derrière tous les leaders. Il n'y a que Guillaume Martin et Warren Barguil qui sont derrière. Sauf que Warren Barguil, est-ce qu'on en fait véritablement un leader pour le Tour de France? Je suis pas sûr. Guillaume Martin, bon, on sait que c'est quand même un coureur qui a des lacunes sur le chrono. Et encore une fois, son meilleur classement c'est 8 et je pense qu'il aura du mal à faire mieux que 7 ou 8 sur un grand tour. Donc c'est-à-dire que Godu, je rappelle, qui a quand même fait quatrième d'un Tour de France, bah, il pense que c'est son maximum qu'il peut réaliser. Donc ça veut dire que soit tu n'as pas beaucoup d'ambition, soit tu sais que tu es limité dans tes capacités. Est-ce qu'il faut mieux faire septième d'un Tour de France ou gagner une étape? Ça, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Mais grosso modo, tous les autres leaders sont devant lui. Buitrago est devant, Solé est devant, même Armira est devant, alors que c'est pas vraiment un leader pour un grand tour. Terrada est devant, Landa est devant. Vous avez Jack Haig, Lascano. Pour moi, il y avait de la place pour David Godu, normalement, pour être dans le top 10. Quoi. Quand tu vois que dans le top 10, il y a Callum Scotson, vous avez Lascano, vous avez Laurens de plus derrière Guy, normalement, il doit être avec ces mecs-là. Il doit être à ce niveau-là. Donc le fait qu'il ne soit pas à ce niveau-là, pour moi, c'est pas rassurant. Parce que je pense que le Dauphiné de l'année dernière était plus dense en termes de niveau que le Dauphiné de cette année. Donc pour moi, c'est pas mieux. Quand on me dit, ah oui, bah, il est pas dans le coup en montagne, il est distancé. Alors oui, il est distancé un peu plus tard, mais en même temps avec une densité qui est moins forte, avec un Primoz Roglic qui a peut-être pas mis non plus le gros rythme, qui a pas encore la grosse armada, contrairement à UAE sur le Tour de Suisse. Donc je me dis, non, non, c'est pas mieux, et je suis pas plus rassuré que l'année dernière pour David Gaudu. C'est pas suffisant. Voilà. L'année dernière, son Tour de France a pas vraiment convaincu. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Faudrait pas que ça se répète. Parce que surtout, ça va commencer à faire poser des grandes questions aux supporters français qui vont se dire est-ce que Gaudu il a vraiment les armes pour faire un bon résultat sur un grand tour? Est-ce que c'est pas plutôt Lini Martinez qui a les armes? Romain Grégoire qui a les armes? C'est des questions qui vont peut-être commencer à se poser. Donc ça serait bien de rectifier le tir. Et son chrono était vraiment pas bon. Aussi à David Gaudu, hein. Ça il faut le notifier. On poursuit du côté des coureurs flop de cette journée. Andreas Leknesund. Année compliquée pour Leknesund, hein, pour le moment du côté de la Uno X. C'est pas du grand Leknesund. Mais depuis le début de saison, c'est vrai que je pense qu'il a été recruté au départ Leknesund pour être aux avant-postes dans le classement des grandes courses. Sauf qu'on s'aperçoit que depuis le début de saison, il est transparent Leknesund. Seulement 67 points UCI marqués. Alors on se disait avec la Uno X là, qui s'est bien relancée depuis mi-mai, notamment avec Alexander Kristoff ou Barreskjold, notamment sur le Tour de Belgique, ça allait peut-être être plus solide pour les Leknesund, mais bah non. Pour l'instant, il n'arrive pas à s'en sortir chez Uno X. Peut-être qu'il s'est mis un peu trop de pression. Revenir au pays, c'est pas toujours facile. L'équipe a quand même changé. Lui, il avait été dans l'équipe de développement de la Uno X entre mai 2018 et 2020. Mais c'est vrai qu'entre 2020 et 2024, l'équipe a quand même pas mal changé. Il y a des attentes forcément parce qu'en 2023, il fait un très bon Giro, où il est placé au général. Donc ça, c'est vrai que c'est forcément, il y a des attentes sur lui, je pense. Et retourner au pays, bah, ça veut dire que tu as aussi une petite pression médiatique sur les épaules. Mais pour le moment, depuis le début de saison, bah, c'est quand même très très calme. Alors, il y a eu une 3e place du côté du classement de la montagne du Tour de l'Algarve, 6e du classement de la montagne du Tirreno. Puis c'est les seuls classements, on va dire, notables pour le moment, pour Andreas Leknesund, qui n'est pas dans le coup. Et puis, moi, ça reste quand même une énigme, Leknesund, c'est son niveau sur le chrono. Le mec a quand même été champion d'Europe, espoir, je crois me rappeler, hein, U23, voilà.
devant Bissegger et Van Wilder, devant Pidcock et Milan. Voilà, donc ça c'était le top 5 de cette épreuve. Aujourd'hui, il est nulle part sur le contre-la-montre. Ça me surprend toujours, voilà, du côté de l'Eknesund, de voir cette non-capacité à être performant sur les chronos. Parce que là, c'est vrai que quand tu bats Bissegger et Van Wilder, c'est quand même pas mal. Alors, même si Bissegger a plus de mal aujourd'hui sur les chronos, ça reste quand même pas mal. Il a fait quand même deuxième du chrono. C'est un peu mieux que l'année dernière quand même, Bissegger sur les chronos, mais normalement tu dois être à un bon niveau, quoi. Là, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident pour les Knessoun, c'est assez incompréhensible, je trouve, de ne pas réussir à être plus performant dans ce domaine-là. Quand il est champion de Norvège du chrono, c'est devant Tobias Foss et Vareskjöld. Aujourd'hui, je pense que Vareskjöld est devant lui. Donc ça, c'est quand même un petit problème, je trouve, pour ce coureur. Donc ouais, je trouve que c'est assez incompréhensible en fait, ce non-niveau sur le contre-la-montre. C'est quelque chose, voilà, qui me perturbe. Voilà. Bon, en Italie, il avait eu du mal au championnat du monde. Je regarde du 23. Vous avez fait 13e derrière Patrick Bevin, derrière Tom... ah non, c'était même le contre la montre en ligne classique, pardon. Oui, parce qu'il n'y avait pas de course U23. Mais bon, c'est un coureur qui normalement est en capacité de faire mieux que ça. Donc ouais, assez surpris quand même par ce coureur au niveau du contre-la-montre depuis quelques temps. Je trouve que voilà, il a du mal à avoir un très bon niveau dans cette épreuve. Donc assez surpris. Parce que même par exemple en Norvège en 2017, alors qu'il est junior, il fait 8e du chrono. Derrière Pidcock, il y avait Puccio, Maseyuk, et voilà, juste derrière Danouleux. En sachant que lui, c'est quand même un coureur qui est très puissant, donc le fait d'avoir le braquet limité, c'était pas forcément évident. Puccio qui n'est plus professionnel. En passant, coureur qui est passé par Israël, par des équipes Conti et par la Q36. Ça n'a jamais vraiment marché, Puccio, chez les pros. Il avait été stagiaire à la Cofidis, mais ça n'avait pas marché plus que ça, voilà, chez ce coureur. On verra maintenant ce que ça donnera pour les Knessoun, mais ouais, toujours surpris par ce niveau au final assez faible sur le chrono. Puis je termine avec Remco Evenepoel, pardon. Oui, pas une bonne journée pour Remco, forcément 8e. Pas en capacité de changer de rythme. Alors c'est sûr qu'il revient de blessure, une blessure qui a été plus importante que Roglic. Parce que Roglic était des dermabrasions du côté de Evenepoel, c'était voilà, une fracture, donc c'est sûr que c'est plus compliqué. Roglic a dû se remettre en 2 semaines. Evenepoel, ça s'est remis bien plus tardivement, donc forcément il a peut-être pris du retard sur sa préparation. Il n'est pas complètement largué, mais il prend 42 secondes, voilà, sur cette étape, donc ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je trouve qu'il s'en sort bien sur la fin, c'est-à-dire qu'il perd vraiment beaucoup de temps d'entrée et puis ensuite il arrive à restabiliser l'écart, Remco Evenepoel, mais oui, ça fait un écart de performance qui est assez important. On est à 3 semaines du Tour. Donc c'est encore loin, on va dire 3 semaines du Tour. Il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Donc c'est pas forcément si inquiétant que ça, parce que Remco il est quand même dans le top 10 sur cette étape-là. Et qu'encore une fois, pour moi sur le Tour de France, accrocher un top 5 serait déjà un super résultat pour Remco Evenepoel. Sur un premier Tour de France, ça va pas forcément être évident. Il semblerait qu'il soit en léger surpoids. Enfin en surpoids, il ne soit pas à son poids de forme. Du côté de Remco Evenepoel, on parle de 2 kg, 1,5 kg en trop. Mais ça, c'est plus inquiétant parce que réussir à baisser son poids à 3 semaines d'un objectif,
c'est un risque au niveau de la récupération, c'est un risque d'engendrer de la fatigue au niveau de son corps. Donc qui dit fatigue dit plus sensible au virus. Et on ne peut pas dire que le temps soit extrêmement clément en ce moment. Moi, je me suis bien tapé une rhinopharyngite en mois de juin. Donc pour l'instant, les conditions climatiques sont quand même loin d'être excellentes. Donc ouais, on peut être inquiet quand même. C'est le point en trop pour Remco Evenepoel. Parce que ça veut dire qu'il va falloir réussir à rectifier ça. Et ça va pas être forcément évident. C'est plus ça qui m'inquiète que l'état de forme. L'état de forme, bon, on voit qu'il est quand même là sur le chrono. Mais le kilo et demi, 2 kilos en trop, ce qu'a dit son staff, c'est assez rare quand même normalement sur une phase de préparation à 3 semaines d'un objectif d'être en léger surpoids. Alors après, encore une fois, il y a eu cet arrêt. Peut-être que c'est un coureur qui aime manger, voilà, qui est gourmand, Remco Evenepoel. Mais c'est sûr que perdre 1,5 kg en 3 semaines, c'est pas si facile que ça. Et ça peut avoir des conséquences quand même sur le corps. Donc on va voir comment ça va matcher pour Remco Evenepoel de ce côté-là. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve donc pour le Tour de Suisse, en direct on va dire, et puis surtout pour la suite de ce Dauphiné. Allez, ciao ciao.